Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait en français, en anglais ou en allemand des personnes engagées, inspirées et inspirantes qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle et depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes et entrepreneurs dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Excellente écoute et à tout de suite. C'est parti. Adeline Mélier, bienvenue. Merci. Enfin, bienvenue chez toi sur le podcast ici. Donc, on a fait un mixte. Merci beaucoup de m'accueillir. On est entouré de plein de jolies couleurs et de tableaux. Et je suis très contente parce qu'en plus, c'est la première fois que je les vois en vrai. Super. Et il y en a de toute taille, donc c'est trop bien. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui te connaissent, tu as été très réclamée sur le podcast. Donc, je suis très heureuse que nous ayons la possibilité de le faire aujourd'hui, cet enregistrement. Et on va parler d'art, de voyage, d'international. Il y a plein de couches qu'on va aller explorer. Et je te propose, comme d'habitude, pour commencer le podcast, de te présenter. Merci beaucoup, Gabrielle, pour ton invitation, puis pour ta venue. Je suis très contente de t'accueillir. Donc, moi, c'est Adeline Mélier. Je suis artiste sérigraphe. J'habite maintenant depuis plus de 14 ans à Berlin. Donc, je suis une antiquité ici. Enfin voilà, au niveau des arrivées, ça fait un moment que j'aime cette ville. Je suis venue pour faire de la sérigraphie et tout s'est construit autour de ça. Donc tu n'es pas allemande ou d'Allemagne à l'origine ? Pas du tout. Tu es du nord de la France. Je suis du nord, tout à fait. Comment t'es arrivée à Berlin ? Comme je te l'ai dit, en fait, je voulais apprendre la sérigraphie. Et donc, il y a bien longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, c'était complètement impossible en France de pratiquer la sérigraphie. En fait, on avait accès en école d'art, aux ateliers. Mais une fois sorti des écoles d'art, impossible de trouver un atelier où pratiquer, puisque c'est des techniques, en fait, qui sont plus très moderne. Je dirais qu'il n'y a que les artistes qui ont envie de s'en occuper, ou en tout cas qui ont envie de jouer avec ou de ressortir les machines, mais il n'y avait pas du tout la suite. On ne pouvait pas acheter le matériel, on ne pouvait pas le pratiquer, donc il fallait trouver une école d'art. Donc après mes études aux Arts Déco de Strasbourg, j'ai prolongé aux Beaux-Arts parce qu'il y avait une immense table de sérigraphie, donc j'avais un peu de sursis. Et à Berlin, il y avait cet atelier fabuleux qui est le Druckwerkstatt, la Künstlerhaus Bethanien, à Mariannenplatz, à Kreuzberg, qui est un lieu extraordinaire qui vient de fêter ses 50 ans. C'était il y a 15 jours, donc c'est très émouvant. Donc ce lieu a une histoire passionnante et surtout, c'est un projet artistique, je dirais, moi que je trouve merveilleux, qui est de coopération. On est direct dans le vif du sujet. Vas-y. La coopération artistique, qui était vraiment de mettre à disposition des artistes, un peu comme en école d'art, du matériel pour pas que nous, artistes, nous ayons à le payer, le matériel, mais juste à pouvoir le louer quand on en a besoin. J'ai déjà tellement de questions. Alors attends, déjà pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la sérigraphie, c'est quoi exactement ? Donc la sérigraphie, c'est une technique, à la base une technique, on va dire, industrielle qu'on peut pratiquer manuellement. Donc on va dire qu'artistiquement, on peut faire du dessin, on peut faire de la peinture, on peut faire de la sculpture, on peut faire de la vidéo. Dans tous ces médias, on va dire que la sérigraphie serait entre le dessin et la peinture, et ça permet de reproduire, le plus connu, c'est Andy Warhol. Voilà, c'est une technique manuelle, et que artistiquement, en tout cas moi j'en ai fait complètement ma signature, parce que ça permet énormément de choses. J'y ai trouvé un outil comme un pinceau, en fait, qui m'a permis une grande liberté. Voilà. Mais pour arriver à la pratiquer, il faut pouvoir rentrer dans un atelier et avoir l'accès aux outils. Parce que l'outillage, les grosses machines et tout ça, ça coûte très très cher. Donc il fallait pouvoir, en tout cas, Berlin m'offrait cette possibilité de travailler dans un atelier de coopératif. Et si je comprends bien, si ça avait été autre part qu'à Berlin, tu y serais allée aussi ? Tout à fait. Ouais. Donc il n'y avait pas l'Allemagne en particulier ou une attraction ? Ah non, alors en plus, je suis arrivée en 2009 à Alexanderplatz, un matin, déposée par le bus, je ne sais plus quelle compagnie de bus à l'époque, on faisait 15 heures de bus pour arriver à Berlin. Et je me suis dit,
Ouais, tout le monde m'a dit que j'allais adorer. Je crois qu'ils n'ont pas trop compris qui j'étais parce que quand on arrive à Alexanderplatz, il y a un petit choc quand même. Et puis en plus, c'était déjà la grande place vide, j'imagine, à l'époque, les bâtiments. Tout était fermé, enfin, c'était vraiment... Enfin, j'ai eu peur, je me suis dit, tout le monde m'a dit que j'allais adorer, je suis pas sûre. Oh là là, j'avais pris 6 mois de disponibilité. À l'époque, je travaillais déjà en fait à Strasbourg. Et j'étais venue vraiment pour pratiquer la sérigraphie, donc je m'étais donné quelques mois, mais voilà, j'étais pas sûre au début, j'ai pas du tout eu le coup de cœur. Hein. En plus, c'était en plein hiver, enfin bref. Et 14 ans plus tard, finalement, ça t'a conquis. Voilà. Ça marche. Alors, pour revenir juste avant à tes études d'art, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'art ? Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'art ? Pourquoi l'art ? Tu nous as expliqué la sérigraphie comme moyen d'expression en tant que tel. Et ce que je voulais te demander, c'est parce que tu as expliqué aussi que la sérigraphie, c'était vraiment spécifique aux artistes. C'est-à-dire que tu as eu cette fibre artistique assez rapidement ? Je ne l'ai pas compris tout de suite. C'est assez rigolo comment ça se construit quand on est enfant. Mais en tout cas, c'est un rêve d'enfant, ça c'est sûr. Quand j'étais enfant, donc j'ai commencé par vouloir être bonne sœur, je sais, ça va te faire rire, mais je n'étais pas du tout religieuse, mais enfin en tout cas, il y avait quelque chose qui me plaisait dans le sacré, je pense. Après, j'ai eu la chance, quand j'étais en école primaire, d'assister à une conférence de Katia et Moritz Kraft, qui sont vulcanologues. Oui, je sais, rien à voir, mais voilà, j'ai vu ces images ces explorateurs explorer la Terre, cette lave qui fusait des volcans, enfin voilà, j'étais passionnée, donc je voulais être vulcanologue. J'adore. Et je raconte ça parce que maintenant je comprends vraiment en fait ce qui m'a plu, c'était pas forcément peut-être la géologie, mais vraiment en fait la couleur. Et c'est incroyable, maintenant ça fait complètement sens, même quand je choisis mes couleurs, c'est quand même cette image de lave. Voilà. Ça se voit. Et ben, ça m'avait complètement émue. Et après, je pense que c'est vers 12 ans, mes grands-parents m'ont emmenée à Paris voir une expo de Henri Matisse. Alors, je tiens quand même à dire que je suis née dans les années 80, à une époque où on n'avait pas Internet. Et je viens en plus d'un village, enfin, près d'une ville, mais et puis j'étais pas non plus complètement dans la campagne. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas accès aux images comme on a accès aujourd'hui. Et donc, je suis arrivée au centre Pompidou, devant une peinture d'Henri Matisse. Et là, le choc merveilleux, enfin, voilà, l'émotion intense, parce que j'ai découvert, donc Henri Matisse, c'est un peintre, le fauvisme, hein, donc c'est vraiment la déconstruction de la peinture classique au début du XXe siècle, et ça m'a ébloui par la façon dont il pouvait user de la couleur, mais avec insolence. Enfin, en tout cas, j'étais pas habituée du tout à voir ce genre d'image et ça m'a littéralement bouleversée. Mais j'ai pas forcément compris tout de suite qu'on pouvait devenir artiste, que ça pouvait être un métier, que peintre c'était un métier. Mais en tout cas, j'ai grandi avec cette vive émotion. Et je pense qu'elle s'est construite après quand j'ai voulu vraiment intégrer une école d'art. Voilà, à 18 ans, je voulais faire de la mode. Je reviens juste 2 points. Déjà, je trouve que c'est très juste de dire que c'est une utilisation insolente de la peinture. Est-ce que c'est correct si je dis que c'est des aplats de couleurs, Matisse ? Ouais, alors pas au début de sa carrière, mais à la fin, voilà. Donc, grand artiste, donc il y a eu beaucoup de périodes, mais en tout cas, à la fin, il a vraiment accédé à quelque chose de très pur, qui était des aplats de couleurs et découpés. Donc, oui. Et en plus, Pompidou, moi, ça me touche particulièrement parce que c'est mon musée coup de cœur. Parce qu'en plus, je ne l'avais pas compris. À l'époque, je trouvais ça toujours très moche avec ces tuyaux et tout. Et j'avais eu un cours d'histoire de l'art où il nous avait expliqué le fonctionnement. En fait, c'est un bâtiment qui a été conçu de sorte qu'il y ait le plus d'espace possible pour l'art à l'intérieur. Ce qui est quand même, d'un point de vue intellectuel, passionnant. Et je me permets d'appuyer dessus parce qu'en fait, ça va fermer pour 5 ans de réparation à partir de cet été. Ah. Donc pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez aller profiter, pour moi c'est la plus belle vue de Paris en plus, ouais. Donc allez y faire un tour parce qu'ensuite, pour des raisons de, je sais pas ce que c'est, dans les, comment on appelle ça ? De maintenance ? Ouais, mais ils vont ouvrir des tuyaux et à l'époque, ou des murs, et à l'époque il y avait des produits dans les murs et en fait tu peux être intoxiqué, donc il faut tout fermer. Ok. Bref, parenthèse fermée.
Ce que je voulais te demander par rapport à la sérigraphie et l'art en général, c'est que tu as aussi de la peinture que je vois ici, très joliment, mais tu te présentes quand même en tant qu'artiste sérigraphe. Ouais, de plus en plus sérigraphe peintre. Ok. Alors pourquoi entre les deux ? Parce que la façon dont je pratique la sérigraphie, pour moi, c'est un travail d'artiste peintre. Alors même si mes outils viennent de la sérigraphie, je fais de la peinture avec. Enfin, voilà, donc maintenant j'ai mis un artiste peintre sérigraphe et j'ai même une amie qui m'avait dit que, en gros, j'avais inventé ma façon de faire de la sérigraphie, c'est-à-dire de la sérigraphie plasticienne, c'est-à-dire de complètement avoir détourné le matériau pour en faire de la peinture. Et alors, du coup, dernier point de définition que je voulais te demander par rapport à ça, je l'aurais mis dans l'artisanat. Ouais. Vu que tu utilises aussi une machine, est-ce que c'est correct ? Comment est-ce que tu le perçois ? Tout à fait. La peinture, par exemple, quelqu'un qui vient peindre ton salon en blanc, il fait de la peinture. Enfin, voilà. C'est vrai, oui. Et ça n'a rien à voir avec être artiste peintre. Donc en fait, la sérigraphie, c'est exactement la même chose. On peut tout à fait... La sérigraphie, ça sert encore aujourd'hui, par exemple, à imprimer les t-shirts. Tous les t-shirts qu'on a avec des logos, c'est fait en sérigraphie. Donc on peut tout à fait être artisan sérigraphe et maîtriser techniquement tout l'aspect de l'impression en série. Mais on peut aussi prendre l'outil pour en faire une peinture. C'est comme un artisan peintre qui va utiliser un pinceau ou un rouleau pour faire un mur blanc. C'est pas du tout la même chose que l'artiste Jean Reynaud qui a fait tout en blanc. Voilà. Et qui est aussi à Pompidou. Je mettrai plein de photos pour les gens sur les sites internet pour qu'ils aillent voir tout ça. Par rapport aussi à le moment où tu as choisi en tout cas de t'engager dans des études d'art, c'était comment les études ? J'adore poser cette question parce que peu importe les études qu'on fait, il y a quand même... Alors c'est en train de changer, j'ai l'impression. Mais avant, il y avait c'était très théorique et ça nous prépare très peu au monde du travail après et à tout ce qu'il y a derrière. Quelle a été toi ton expérience en plus, toi qui l'as fait à Strasbourg, puis à Toulouse et ensuite à Berlin ? Est-ce que tu as vu ça différemment ? Il y a des choses spécifiques qui ont été proposées ? Alors je suis tout à fait d'accord. Moi je suis rentrée en école d'art en pensant que j'allais apprendre à dessiner, à peindre et que j'allais apprendre énormément de choses. Et en fait, pas du tout. On arrive à 20 ans, on te dit vas-y, sors ce que t'as de tes tripes, qu'est-ce que t'as à dire ? C'était très difficile en fait. Enfin voilà. Du coup, moi, dans mes écoles d'art, en tout cas dans mon parcours, j'ai choisi de faire communication visuelle. En fait, je suis diplômée en communication visuelle, communication didactique, pour être précise. C'est quoi exactement, didactique ? Donc, c'était la seule... J'ai choisi cette section parce que j'ai aimé l'étudier. La didactique, c'est la transmission par l'image. Donc, on va dire que l'illustration, c'est au service d'un message, un livre pour enfants. La didactique, c'était vraiment à des fins de transmission. Donc, ça va du carnet de voyage à la notice Ikea. Donc, c'était très, très riche au niveau apprentissage. Donc, c'est vraiment ça que j'ai choisi, en tout cas. Et aussi parce que c'était quelque chose qu'on range dans le domaine des arts appliqués, qui est qu'on travaille pour quelqu'un. Enfin, on travaille toujours par rapport à une demande. Par exemple, à Strasbourg, on a travaillé avec le centre de sismologie qui nous avait demandé de faire des vidéos pour expliquer quand il y a un tremblement de terre, les niveaux d'alerte, comment communiquer dessus aux particuliers. Donc, par exemple, c'est un exercice qu'on a eu. J'ai aussi fait une brochure sur la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, comment on représente les cellules, quels outils on choisit pour communiquer. Voilà, j'ai vraiment aimé apprendre ça. Parce que c'était concret. Parce qu'en section art, quand on a 20 ans, c'est très difficile de savoir ce qu'on a dans les tripes. Et même si je pense qu'on a quelque chose... Voilà, en tout cas, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, à 40 ans, je deviendrai artiste. Avant, c'est vrai ? Ouais. Et avant, je travaille... Parce qu'on a envie de s'inscrire dans la vie. Enfin, voilà. Tu sais que j'ai fini, là, en début d'année, j'ai relu les mémoires d'Adrien de Yourcenar, Marguerite Yourcenar. Et en effet, elle écrit « Il y a des livres qu'il ne faut pas commencer avant 40 ans ». Tu vois, et c'est... Merci pour la référence. Voilà. Donc ça rejoint assez bien. Je trouve ça très joli en plus parce que ça met tout de suite un lien avec la société.
Et par rapport à l'art, non? Et ça le met au service. Alors, pardon, hein, je veux pas faire des grandes. Par rapport à d'autres artistes qui auraient pas ça ou qui auraient. Mais je trouve que là, en l'occurrence, comme tu dis, quand tu es jeune, ça te permet de le placer d'une autre façon. Oui, tous les parcours sont singuliers. On amène ce qu'on veut. Et en tout cas, moi, j'avais besoin de vivre d'autres choses avant de mûrir, en fait. Et à Toulouse, c'était aussi de la didactique, du coup? Pas Toulouse, Mulhouse. Pardon. C'est pas le même département. Ah oui, tu sais, j'étais assez... Je savais pas qu'elle était jusque dans le sud. Non, c'était plus proche de Strasbourg, quand même. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, à l'époque, je travaillais à Strasbourg. Et donc, j'ai repris le design textile, en fait, à Mulhouse, parce que ça me passionnait. Enfin, en fait, ça avait été aussi un de mes autres rêves, le design textile. Et il y avait cette école à Mulhouse qui était à côté du musée avec un énorme fonds de collection. Donc, j'ai vraiment adoré apprendre le textile, le tissu. Oui, donc, ce que je disais, c'est qu'à 18 ans... Je t'ai interrompu. Voilà, à 18 ans, je voulais devenir styliste, fashion designer. Voilà, donc à 18 ans, je suis arrivée à Paris pour devenir styliste. Et alors, dans la chronologie, c'était avant d'aller à Berlin ou tu avais déjà été à Berlin? Non, donc à 18 ans, j'ai fait des études traditionnelles. Je suis allée à Paris pour travailler dans la mode. J'ai fait des cours de dessin et de peinture aussi, dans le but d'intégrer une école de mode. Et au final, j'ai intégré les Arts Déco de Strasbourg. Donc, c'était juste avant. Voilà, avant. Mais tu as été récupérée quand même sur Mulhouse, l'intérêt du textile, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc, après les études à Mulhouse, tu décides de te retrouver à Berlin. Voilà. Première fois à l'étranger? Ou alors... Non. Non, tu avais déjà été à l'étranger avant. Ouais, j'avais déjà voyagé. Par contre, j'avais pas fait le programme Erasmus. Donc, j'avais un très gros désir C'était aussi le début de la mise en place des programmes d'échange. Donc, j'avais un très gros désir de sortir de la France, en tout cas, même au niveau éducation artistique. C'était fabuleux d'arriver à Berlin. Alors, c'était quoi les différences? Même encore aujourd'hui, je vois vraiment qu'il y a énormément de différences entre l'éducation artistique allemande et l'éducation artistique française. Juste entre deux pays qui sont pourtant très proches et on baigne dans la même culture, on va dire, artistique. En tout cas, à Berlin, il y avait je dirais que l'art allemand est beaucoup plus expressionniste. Il y a beaucoup plus de liberté, peut-être beaucoup plus peinture. Enfin, voilà. En tout cas, je trouvais qu'il y avait vraiment des énormes différences, beaucoup moins cadrées. Il y a des très grandes écoles ici, au niveau peinture, en tout cas. Et à la fin de ce programme, tu décides de rester à Berlin? Comment ça se passe? Voilà. J'ai eu la chance donc, déjà, je suis arrivée pour travailler à la Künstlerhaus Bethanien, qui est un lieu merveilleux. Et aussi, j'ai eu la chance de trouver une merveilleuse coloc. Voilà, donc on va dire que c'était l'alignement, ça s'est fait. Ouais, t'as tenté l'expérience. Voilà, tout était... c'est comme si tout m'ouvrait la porte et pourquoi pas. C'est clair. Et c'était quelle année à ce moment-là, à peu près? 2010. Ouais, parce que je voulais te demander ça, parce que dans ton CV, dans ta présentation, tu écris que tu es artiste à plein temps depuis 2006, il me semble. Ouais. Et alors, ça a tout de suite... Comment ça fonctionne pour les gens qui commencent, tu vois? Tu as déjà des mandataires, tu vas en chercher, tu parlais allemand, tu as appris l'allemand entre-temps, comment ça s'organise? Donc, en fait, à Strasbourg, je travaillais, j'animais des ateliers artistiques pour enfants. Il y avait un gros programme d'éducation artistique après l'école. Donc, je travaillais dans ce qu'on appelait le lithobus. C'était un bus qui passait à la sortie de l'école pour apprendre, pour en tout cas pratiquer la gravure. Donc, il y avait déjà cette appétence quand même pour les techniques manuelles. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, j'ai quand même travaillé quelques années et avant de vraiment concrétiser mon départ pour Berlin. Donc, voilà. Et au début, j'ai continué à faire des allers-retours. Dans le train? Avec le train. Dans le bus? Dans le train. Ouais. C'est quand même plus confort, non? Que le bus d'avant. Voilà. Un peu plus court. Ça marche. Donc, tu as cette vie berlinoise qui commence en tant qu'artiste.
tu es déjà, dès le début, tu disais que tu avais eu cette recherche de style qui avait continué. Comment est-ce que ça s'est précisé? Ça a été des couleurs tout de suite au début? Ça a été un mélange? Est-ce que tu peux nous passer dans tes saisons? Ouais, comment on construit son langage artistique. Donc effectivement, quand je suis arrivée à Berlin, je travaillais comme, on va dire comme intervenante, donc beaucoup avec les enfants dans l'éducation artistique. Donc je n'avais pas encore peut-être mon style, même si aujourd'hui, quand on regarde ce que je fais depuis que je suis enfant, il y a le style, mais en tout cas, il n'est pas du tout encore confirmé ou affirmé. Donc ça s'est passé par des années et des années de recherche. Ouais. Et tu vends déjà des toiles sur le côté, tu fais des expositions, tu peins le soir chez toi, comment ça se passe? Tout à fait, tu sais tout. Ouais, alors je suis très passionnée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça a toute sa place dans ma vie tout le temps. Enfin, voilà. Donc, effectivement, j'ai rapidement trouvé des petits magasins, des galeries, des shops. J'ai fait les marchés aussi pour vendre mes créations. J'ai pu avoir un contact direct. J'aimais beaucoup ça, hein, le contact direct avec la clientèle, des choses, l'échange. Et j'ai continué à pratiquer pendant des années avant de vraiment commencer à construire mon langage, c'est-à-dire à vraiment comprendre ce que je travaillais, à l'affirmer, à l'agrandir, à l'assumer, à pouvoir en parler. Voilà. Tu travailles sur commande ou c'est toi qui produis et ensuite les gens achètent ce que tu produis? Ouais, je travaille comme ça. C'est comme ça que tu travailles. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un acheteur ou une histoire particulière qui t'a touchée? Oh oui, il y en a plein. Là, tu me prends sur le... Ou alors peut-être dans ces premières années, au tout début, tu sais, le moment où tu te dis... je sais pas, peut-être que tu n'avais jamais eu de doute ou il y avait que de la certitude que ça allait fonctionner et se développer, mais peut-être... Pas du tout. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, en fait, ça va le faire? Ou est-ce que tu continues de te poser la question tous les 4 matins? J'espère pas, mais... Non, les premières années à Berlin ont été difficiles, hein, parce que voilà, c'était aussi une ville qui avait pauvre mais sexy, c'était vraiment ça. Ce qui m'a vraiment aidée, en tout cas, c'est qu'entre 2012 et 2014, j'ai été sélectionnée pour des programmes de résidence dans le nord de la France, où j'ai pu exposer mon travail et le partager avec plein d'enfants. Et toutes mes recherches ont pris sens, en fait, quand j'ai dû expliquer et partager ma passion, en fait. Ça s'est complètement confirmé. Et en plus, le fait qu'on me fasse confiance, qu'on me donne carte blanche, j'ai travaillé avec des gens exceptionnels. Voilà, ça m'a vraiment confirmé mon choix. Pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne une résidence d'artiste, c'est quoi exactement? Moi, j'adore déjà le nom. Ça fait très villa dans la campagne avec des gens qui peignent, tu vois. Voilà, c'est ma représentation romantique. En fait, c'est quoi? C'est dans un cadre et vous avez quand même une production à livrer à la fin, c'est ça? Alors, il y a plein de résidences différentes. Celle que j'ai faite, ça s'appelait Artistes en rencontre territoire scolaire. C'est-à-dire que j'ai vécu 4 mois sur un territoire délimité, en gros une vingtaine de communes, de villages dans le nord de la France. Et donc, le projet que j'avais à faire, c'était de rencontrer principalement les enseignants et les enfants dans les écoles pour partager ma démarche artistique. Donc là, il y avait une mission, en fait. C'est comme un projet. Je sais qu'il y a aussi des résidences où j'en ai fait d'autres, où on est invité pour travailler, d'autres où on est invité pour une création. En tout cas, celle-là, c'était pour partager mon expérience artistique avec des publics scolaires. Donc tu refais ça en France. Tu as toujours gardé la connexion très forte entre la France et l'Allemagne, non? J'ai l'impression. Ouais. Il y a une raison en particulier? Ou c'est ta source d'inspiration ou... Non, mais déjà, j'avais mon réseau quand même. J'ai quand même travaillé quelques années. Je suis diplômée d'une école française. J'ai travaillé à Strasbourg. J'avais eu quelques expos. Donc oui, j'avais déjà, on va dire, quelques connexions. Et qu'est-ce que tu trouves du coup à Berlin ou en Allemagne qu'il n'y a pas en France? Je vais dire à Berlin, parce que j'aime vraiment énormément cette ville. Énormément. J'aime la liberté
qu'on peut avoir, même encore aujourd'hui. Je sais qu'on a tous l'air vieux quand on dit c'était mieux avant. Je pense pas du tout que c'était... Enfin, c'est pas du tout par rapport à ça. Je trouve que c'est une ville qui est inspirante parce que je trouve qu'elle n'est pas enfermée dans des clichés, qu'elle est très libérée. Je pense qu'il y a beaucoup de cadres qui sont déconstruits ici. En tout cas, on peut vivre très librement. Et c'est très, très agréable. Et aussi artistiquement, c'est très, très agréable. Je suis d'accord. La France, on en a parlé, mais il y a aussi plein d'autres pays où tu as été en résidence, du coup ? Ou en mission ou en résidence, voilà. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ? Parce que là, les photos sont exceptionnelles aussi. Ça fait beaucoup, hein. Beaucoup de voyages. Quelques-uns, peut-être les plus marquants ou ceux qui ont fait une différence aussi, et peu importe à quel niveau. Donc j'ai beaucoup travaillé avec, on va dire, un public scolaire, ou en tout cas dans la pédagogie artistique ou dans les ateliers artistiques avec un jeune public. Je l'ai fait à Strasbourg, je l'ai fait en résidence dans le nord de la France et je l'ai aussi fait à l'international. Donc, par exemple, je suis allée vivre 3 mois au Burkina Faso, dans un tout petit quartier qui s'appelle Sourukouki, par le biais d'une association. Et ma mission sur place était de travailler avec les enfants pendant les vacances d'été, en fait, puisqu'il n'y avait pas école. Et donc, j'ai vécu sur place et j'accueillais les enfants pour animer des ateliers. Donc, j'ai fait de la gravure sur bois là-bas, par exemple. J'ai recueilli des contes traditionnels, on a monté un livre, ça a été exposé à Paris. Enfin, voilà. Incroyable. Donc, je vais dire que c'était un peu dans quoi je m'étais engagée. Enfin, en tout cas, ce pourquoi j'avais énormément d'appétit à l'époque. C'est pas artiste sans frontières. C'est-à-dire, c'était vraiment cette idée de voyager en offrant à ceux qui m'accueillaient un échange, en fait. Et ça a toujours été perçu comme ça aussi, par les personnes qui t'accueillaient ? Oui. C'est fou quand même, hein. C'est chouette. Enfin, ouais. Je trouve ça c'est fou quand même, c'est trop bien. Par exemple, sans programme de résidence, j'ai beaucoup voyagé en Inde parce que c'est un pays que j'adore. Et donc, qu'est-ce que c'est que voyager ? C'est toujours très compliqué en tant que Française de prendre l'avion et d'aller dans un autre pays et de profiter. Enfin, voilà, j'ai toujours été mal à l'aise avec cette position. Et je me suis toujours... ma question pour mon diplôme aux Arts Déco, c'est ce que j'ai fait. C'était comment voyager de façon peut-être, en tout cas pour moi, éthique, par rapport à moi, ce que j'avais envie, d'une vraie rencontre. Et donc, mon premier voyage en Inde, ça a été mon projet de diplôme aux Arts Déco. Je suis allée en Inde pour dessiner les gens et j'ai offert mes portraits à tout le monde. Donc, ça a été mon projet, mais c'était très marrant parce qu'en fait, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui s'accumulait autour de moi pour recevoir son portrait. C'était pas moi qui venais prendre Enfin, voilà. En tout cas, c'était dans un souci d'échange. Et c'est aussi ce que j'ai retrouvé dans les résidences artistiques, que j'aimais beaucoup, de rencontres. Ça marche. Récemment aussi, tu as été faire un vernissage, une exposition en Chine. Comment ça arrive ? Je sais qu'on en a parlé un tout petit peu avant, donc évidemment, je connais quelques réponses à mes questions. Mais tu travailles seule ? Oui, donc là, c'est une fabuleuse expérience. Ouais, donc, c'était au mois de septembre, donc c'est encore tout frais. C'était vraiment fabuleux, je peux le dire. Comment on en arrive là ? Donc, déjà, j'ai été invitée pour exposer mon travail de sérigraphie. Donc, c'est vraiment pour moi une énorme reconnaissance. Étape, ouais. C'était, et le voyage en elle-même, puisque j'ai pu y aller, a été extraordinaire. Première fois que tu vas en Chine ? Tout à fait. Oui. J'ai toujours entendu que l'Inde et la Chine en particulier, l'Afrique en général, mais c'est trop grand, on dit comme ça, mais ce sont des pays qui sont vraiment fondamentalement différents sur plein de niveaux. Et c'est pour ça, ce qui me fascine, c'est quoi, tu penses ? Tu penses que c'est tes couleurs ou ton art, je veux dire, qui dépasse le besoin d'explication ? Est-ce qu'il y a eu une grande explication de pourquoi on invite Adeline, dans quel cadre, etc. ?
Donc là, je dirais que c'est l'aboutissement, le résultat d'une rencontre, en fait, d'une rencontre virtuelle au mois de septembre. Donc j'ai été approchée par un galeriste chinois il y a quelques années déjà. Et donc ça fait déjà quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Donc lui, il a monté une galerie où il représente une dizaine d'artistes européens. C'est sa niche, c'est son... Voilà. Ok, c'est intéressant. Donc lui m'a contacté, on a commencé à travailler ensemble, on faisait des vidéoconférences tous les 6 mois. Il y avait déjà un public, il m'avait déjà fait une exposition solo pendant la pandémie. Enfin voilà, donc en fait la relation s'est construite et c'est pour ça que je trouve que je travaille avec vraiment des gens merveilleux parce qu'en fait les choses se construisent toujours avec quelqu'un d'autre. Et ça s'est très bien passé et il m'a proposé de venir parce que effectivement du coup il m'a créé un public aussi. C'est ce que j'allais demander. Ouais. Et donc c'était super. Et on s'était jamais rencontrés avant ça. Et voilà, il m'attendait à la sortie d'avion et voilà, super, la galerie était magnifique, j'ai été extrêmement bien reçue. Kiang, travaille avec une équipe que j'ai adoré travailler avec eux. Donc j'y suis allée vraiment pour installer l'exposition. Tu as dû voir les images, j'ai peint sur les murs, j'ai fait une performance sérigraphique, j'ai eu une talk, il y avait du public qui est venu pour une conférence. C'était super. Ouais. Et si je peux dire aussi, ça m'a vraiment fait prendre conscience, en allant à l'autre bout du monde quand même, c'est tout nouveau encore comme sensation, à quel point, en tout cas moi, à quel point je suis inspirée par mon histoire européenne en fait. C'est-à-dire ? Ma culture, mon éducation dans l'art, la place de l'art dans notre société, la façon dont on nous enseigne l'art. Enfin, voilà. En tout cas, ça m'a... Par exemple, lors de ma conférence, j'ai bien cité mes références artistiques parce qu'au final, quand moi je parle d'Henri Matisse, c'est très européen en fait. À l'autre bout du monde, c'est pas forcément une référence connue. Donc c'est par, contradiction ou alors c'est en relief que tu t'es rendu compte de ça ? Voilà, tout à fait. Et est-ce que du coup t'en as tiré d'autres choses pour toi, dans l'autre sens, c'est-à-dire moins de références ? Est-ce qu'il y a d'autres habitudes peut-être plus inspirées de la Chine que t'as ramenées de ton voyage ? C'est encore trop frais. Ouais. Par contre, du coup ça m'a vraiment fait m'intéresser à la place des arts dans la culture chinoise, puisque je lis un livre là-dessus en ce moment. Donc voilà, c'est venu... tout ce qu'il y a autour du trait, le coup de pinceau et tout ça, c'est vraiment... en fait, tout ça, on se rend compte à quel point c'est culturel. C'est hyper intéressant. Tu disais que pendant le vernissage, je veux dire le temps où tu étais en Chine, il y avait différentes formes de contact, de relation, le fait de peindre sur les murs, de faire une conférence, etc. C'est toi qui as l'idée de ça ? C'est la galerie qui te le propose ? C'était de la discussion ensemble ? Comment ça s'organise ? Tout à fait. Ça s'organise dans une discussion ensemble, tout ensemble. Je pense que c'est un aller-retour. Je pense que, en tout cas, là, j'étais vraiment contente de voir qu'on était parfaitement sur la même longueur d'onde. J'ai eu carte blanche. J'ai pu proposer... on a dû aller acheter des pots de peinture. C'était vraiment... j'ai pu faire ce que je voulais, en tout cas. Et j'avais quelqu'un qui avait envie que je puisse m'exprimer au plus loin possible. Donc c'était super, vraiment. Même moi, ça m'a vraiment rempli de joie, ce voyage. C'est passionnant. Je te demandais aussi, parce que je trouve que pour avoir visité plusieurs musées dans différents pays, je trouve que la France, quand même, a ma préférence. Peut-être que c'est juste une question de formation culturelle, en effet, mais pour ce qui est de la présentation des artistes. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a toujours un gros effort qui est mis sur le contexte, sur d'autres artistes qui y a eu en même temps, sur le contexte social, etc. Et en Allemagne, mais qu'est-ce qu'on avait rigolé ? On avait été au musée, le musée des choses, il me semble que ça s'appelle, à Berlin. Et vraiment, c'est intéressant en tant que tel, parce que c'est plein d'objets de différentes époques qui sont assemblés, mais il n'y a rien. C'est limite si t'as pas le nom de l'objet qui est devant toi.
Et c'est pour ça, alors je pose ça là, si tu veux réagir dessus, ou si toi tu as une autre expérience, ou si peut-être d'un point de vue artistique ou de l'artiste, au contraire, il faut laisser de la liberté, ou est-ce qu'il faut guider les personnes qui viennent découvrir. Peut-être que je suis plus scolaire là-dessus, mais j'aime bien savoir et avoir plus que juste le tableau. Parce que comme dit, tu vois, Pompidou, j'avais pas compris jusqu'à ce qu'on me l'explique, par exemple. D'ailleurs, je vais te remercier de me donner la parole ce soir, parce que c'est vrai que moi, je fais des images et que je prends très peu la parole, parce que j'ai toujours pensé que j'avais rien à dire. Et en fait, si, justement, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire, pas forcément sur l'émotion, effectivement, ça c'est à chacun de la ressentir, et ça paraît toujours un peu mystique quand on le dit, mais par contre, il y a plein d'outils autour. La technique, la taille, le contexte, l'histoire, comment on arrive, et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Donc je suis tout à fait d'accord. Moi je trouve aussi que c'est hyper important toute cette pédagogie, on pourrait dire, qui est autour et qui n'est pas forcément l'émotion, elle est libre, mais de renseigner, ouais. Tout à fait. Non, mais en plus, c'est vraiment ça. Et je trouve qu'il y a des niveaux de compréhension ou d'explication qui te permettent en plus d'accéder éventuellement à une émotion que tu ne pourrais pas avoir sinon, parce que ton niveau de compréhension ou de lecture est pas le même. Tout à fait. C'est passionnant. Bon. Et c'est aussi ce qui donne le caractère professionnel. Enfin, quand une œuvre est choisie pour un musée, il y a une intention. Et juste de la nommer, en fait, de la part du musée, de la part de l'artiste, pour que toi, spectateur, tu sois en sécurité, en sécurité, ça paraît un peu fou, mais enfin, voilà, que tu sois capable de la recevoir comme étant une trace de notre monde, en fait, et qu'elle ait été validée aussi, et qu'il y a un contexte, et qu'elle répond à plein d'autres choses. Oui. Parce que je ne sais pas s'il y a l'équivalent, sûrement, mais du commissaire d'exposition en Allemagne. Mais tu vois, plus ça va, plus je me dis, ah mais en fait, je commence à comprendre le pourquoi il y a tout ça derrière, quoi. Les curateurs, et qu'est-ce qu'ils font et tout. Mais c'est chouette. Mais du coup, en plus, en fait, je parlais de ça parce que quand une galerie, par exemple, est capable de te donner carte blanche, c'est aussi que tu apportes quelque chose qui n'a pas besoin d'être forcément dans un cadre particulier ou prédéfini. Et ça, je trouve ça beau d'avoir ce niveau de confiance, parce que les galeries, on entend quand même tout et n'importe quoi qui n'est pas forcément glorieux ou à l'honneur ou au respect de l'artiste, pour ainsi dire. Je ne veux pas te taper sur les gens. Ah non, mais c'est comme dans tout, il y a de tout. Et en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai vraiment de la chance. Je travaille vraiment avec des gens que j'apprécie énormément. Dans un rapport vraiment de sincérité, d'authenticité. Je suis vraiment encore là-dedans et je suis très, très, très heureuse. Peut-être que quand il y a plus d'argent en jeu, c'est peut-être plus tendu. En tout cas, pour l'instant, mon expérience, c'est de travailler avec des gens passionnés. Donc, c'est passionnant. Ouais. Tu m'étonnes. Tu disais que tu avais beaucoup travaillé dans des contextes scolaires. Voilà. Tout à fait. Je peux le dire comme ça. Est-ce que tu as déjà regardé pour travailler avec d'autres audiences, d'autres publics ? Alors j'ai envie de dire, le plus simple, c'est de dire, tu prends l'autre extrême qui serait des gens qui seraient en maison de retraite, par exemple. Oui, j'ai fait beaucoup de publics différents, effectivement, surtout des scolaires. J'adore travailler avec les enfants, j'adore la vitalité, la liberté des enfants, mais j'ai aussi travaillé avec des adultes dans différents contextes et aussi des personnes âgées. Voilà, donc les publics pouvaient être divers, tout à fait. Il n'y avait pas de... C'est juste plus simple au niveau de l'organisation et de la pédagogie de travailler avec des enfants, puisque le réseau est déjà organisé. On travaille avec des enseignants dans des écoles. Voilà. Parce que je te posais les questions notamment parce qu'on parlait de ces différents niveaux de lecture. Et j'imagine que quand tu as un public différent, tu dois t'adapter éventuellement aussi à comment ils peuvent percevoir ou capter. Ouais, c'est pour ça que je me demandais comment tu organises ces interactions du coup. Tu le fais au feeling ? Bonne question. En tout cas, pour le public, pour les enfants, en tout cas, il y a vraiment des choses... moi, je suis convaincue que l'éducation artistique a sa place à l'école, vraiment fortement. Elle disparaît de plus en plus. Bon, c'est pas mon travail de parler de ça, mais en tout cas, je suis convaincue que l'art a sa place dans l'éducation et dans l'école. Vraiment. Moi aussi. Je fais des signes de tête, mais je le dis à voix haute aussi.
Et donc là, il faut absolument, avant de faire de l'art, entre guillemets, c'est aussi apprendre à, et encore plus aujourd'hui, regarder les images. Comment sont faites les images ? Que nous apprennent les images, que nous font ressentir les images. Enfin voilà, donc il y a vraiment une culture de l'image à développer, j'en suis convaincue, avant de la pratiquer aussi, et d'être capable de pratiquer avec liberté, de se donner la liberté de faire. Et les enfants ont ça instinctivement en eux. Donc ça, c'est fabuleux comme... Donc avec les enfants, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'avec les adultes, en général, il faut d'abord déconstruire tout plein de fausses croyances. Je ne sais pas. On sait tous, je le dis, je voulais le faire passer comme message, on sait tous dessiner, on sait tous peindre. Ce avec quoi on est exigeant, c'est le résultat. Mais sinon, on est tous capables de prendre un crayon, on écrit tous. Donc on est tous capables de dessiner, on est tous capables de prendre de la couleur et de jouer avec. Vraiment, c'est en nous. C'est aussi des ateliers que tu proposes ? Alors plus actuellement, voilà, j'ai une vie de famille bien remplie, donc j'ai décidé pour quelques années encore de ne plus travailler avec les publics, en tout cas en ce moment. Voilà, parce que j'ai des engagements familiaux. Et puis, comme tu peux le voir ici, voilà, je fais beaucoup de choses avec mes enfants déjà à la maison. Donc l'emploi du temps est déjà bien rempli. Mais c'est quelque chose que tu proposais avant et que tu pourrais être amené à refaire. Tout à fait. Alors je me permets juste, même bien qu'on a compris, c'est un moment parenthèse, mais c'est quelque chose que tu fais aussi dans le cadre d'entreprise, éventuellement, avec... tout à fait possible, oui. Bilan, enfin, dans les cadres internationaux, ce genre de choses. Il y a plein de choses à créer, en tout cas, oui, au niveau de la création, il y a plein de choses à faire. C'est vrai que comme je te l'ai dit juste avant, en tout cas, tous les projets en relation avec des publics sont un peu en stand-by dû à ma situation. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Tout à fait. Tu nous parlais des galeries avec lesquelles tu travailles. Est-ce que tu as, alors sans aller sur les projets du coup, est-ce que tu as aussi un moyen ou un lien de rester en contact avec peut-être ton public ou les personnes qui te suivent ? Est-ce que tu as des collectionneurs, des gens que tu connaisses qui ont plusieurs tableaux ou... Oh, c'est adorable comme question. Je travaille avec, par exemple, Superlife Gallery, qui est à Prenzlauer Berg, depuis presque le début de ma venue à Berlin. Donc, effectivement, j'ai des fans qui veulent me rencontrer. Donc, je pense que je fais une exposition tous les 2 ans, à peu près. Enfin, voilà, en tout cas pour rencontrer ces personnes-là. Enfin, je dis ça parce que j'avais encore une exposition au mois de décembre. Et ça m'a énormément touchée parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont acheté mes sérigraphies, plusieurs, qui les collectionnent. Et voilà, et qui veulent me rencontrer. Ça me touche énormément. Énormément. Eh bien, tu m'étonnes. En même temps, tu vois, c'est pour en avoir... Alors, pas encore des tiennes, mais pour avoir acheté aussi des créations, c'est vrai que quand tu les vois tous les jours, ça te fait quelque chose quand même. Donc c'est touchant de rencontrer la personne qui a aussi produit, qui est à l'origine de ça. Donc c'est chouette. Tu as un site internet, un compte Instagram. Est-ce que tu as un autre... Est-ce que tu utilises les newsletters ? Est-ce que tu envoies parfois des colis ? C'est une question très ouverte, hein, c'est par curiosité. Grande question. Je sais qu'on me demande toujours quand est-ce que tu ouvres ton webshop, ta boutique en ligne. En fait, moi, je vais le dire là-dessus, je m'excuse d'ailleurs pour tous les gens qui me posent la question et je n'ai pas tous les outils, je ne suis pas sur tous les outils ou même sur tous les réseaux sociaux parce que je me sens vraiment compétente à l'atelier. Et après, c'est vrai que je n'arrive pas à gérer tous les autres outils. Donc, pour l'instant, j'ai mon compte Instagram, que je trouve que je suis très présente et très en contact direct. J'ai un site internet, donc là, c'est plus... pour les informations importantes. Et pour l'instant, je n'ai que ça. Et après, on me trouve dans certaines galeries, boutiques ou lors de mes événements. Ouais, je sais que j'aimerais bien mettre en place une newsletter, mais voilà, c'est par manque de temps que c'est pas encore mis en place. Des fois, je me dis que j'aurais peut-être un peu besoin d'aide sur toute cette partie communication. En tout cas, on demande aujourd'hui beaucoup aux artistes d'être présents sur tous les réseaux. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un gage de qualité, des fois, de pas être partout et tout le temps dans la représentation, parce que
quand on est dans l'atelier, c'est des moments où on travaille en fait et on n'est pas dans la communication. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à faire les deux ou pas à 100%. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu l'opportunité ou tu as déjà pensé à avoir quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi ou c'est pas arrivé? Très bonne question. Oui, j'aimerais bien. Oui, j'ai besoin d'aide, ça c'est sûr. Ça viendra peut-être. En tout cas, financièrement, c'est pas pour l'instant encore envisageable. Même s'il y a beaucoup d'amour et de passion, voilà, ça reste quand même une vie artistique, donc avec des contraintes financières, on va dire. Voilà. Ça marche. Mais comme ça, on a le message dehors. Moi, il y a des gens qui m'ont contacté pour le podcast. Ça me fait délirer. Vraiment, je suis là. Alors moi, pour le coup, là, j'ai pas forcément besoin d'aide, que ce soit le montage ou quoi, mais j'ai des gens qui m'envoient assez régulièrement des demandes pour travailler, ou faire un stage ou quoi. Oh, c'est super. C'est trop drôle, non? Et c'est pour ça que je pose les questions, parce que si on n'est pas visible dans une recherche, par exemple, les gens se manifestent pas forcément non plus. Donc... Oui, mais c'est très important aujourd'hui, la communication. C'est très, très important, mais c'est un travail. En fait, voilà, c'est un travail en soi que moi, j'ai décidé de ne pas faire parce que si je me concentre là-dessus, je ne peux plus me concentrer sur autre chose, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un vrai travail et aujourd'hui, c'est important. Où est-ce que tu prends tes inspirations? Comment est-ce que tu construis un tableau ou une sérigraphie ou une série je mets un petit peu de contexte, c'est que là, tu vas avoir un vernissage, une exposition qui s'ouvre, qui s'appelle Le Chant des couleurs, qui est d'ailleurs très joli. Et du coup, je me demandais, c'est toi qui choisis le titre? Est-ce que tu as le titre dès le départ? Est-ce que ça arrive après? Comment ça fonctionne? Ouais, donc tout se construit, hein. C'est pas un matin on se réveille, il faut l'inspiration. Tout se construit, mûrit. Il y a des choses qui mûrissent depuis 10 ans, qui à un moment s'imposent, et donc on travaille dessus. Donc à mon retour de Chine, comme je le disais, je me suis rendu compte énormément de mes influences, principalement françaises. Et par exemple, on me parle souvent de mes couleurs. Et je me suis dit, d'où me vient cette fascination pour la couleur? C'est de plus en plus abstrait ce que je fais, c'est vraiment basé sur la couleur. Et donc, par exemple, j'ai vraiment en mémoire les paysages de mon enfance, et principalement dans le sud de la France, puisque je passais mes étés dans le sud de la France avec mes grands-parents. Les champs de lavande, les champs de tournesol, le ciel, la Méditerranée, ces immenses aplats de couleurs qui au final sont propres à la Méditerranée. Je me rends compte en vivant à Berlin, par exemple, oui. Je vois. À quel point ça m'a nourri en fait, le paysage, la lumière, voilà. Et donc encore plus à mon retour de Chine, je me suis vraiment rendu compte que le paysage duquel j'étais imprégnée m'inspirait, dans mes souvenirs, d'où le titre donc qui s'est construit après avec la nouvelle exposition qui était j'avais vraiment envie de travailler sur la notion d'horizon. Alors on a appelé ça chant de couleurs avec un jeu de mots, chant comme une mélodie, parce que j'ai parlé aussi beaucoup de composition, de poèmes. Voilà, donc ça s'est construit avec la galerie en fait. Et c'est un tout nouveau partenariat avec la galerie Under the Mango Tree. Et j'ai créé une série de nouvelles sérigraphies. Alors là, c'est très conceptuel dans la technique. J'ai encore décloisonné. Voilà, donc il y a l'inspiration visuelle et après, il y a la façon dont j'utilise mes outils. Et donc là, il y a carrément plus de motifs sur mon cadre de sérigraphie. Enfin, voilà, j'expliquerai le soir du vernissage, mais enfin, voilà, c'est complètement dématérialisé. Donc, c'est une rencontre entre une envie, une sensation et aussi techniquement comment on met en place cette émotion. Et je tiens à dire quand même que il y a eu des heures difficiles parce que j'ai fait des tests, ça n'a pas marché. Je suis rentrée des soirs dépitée en me disant au secours, ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais montrer? Voilà, donc c'est pas toujours non plus facile, tout ne vient pas... Voilà. Elle est sortie, elle est là derrière moi, il y en a quelques dans le mur. Donc maintenant qu'elle est là, je suis rassurée, il y a quelque chose. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des fois où il y a quelques mois, j'ai une envie aussi de travailler sur le ciel. J'habite tout près de Tempelhof. Tempelhof, c'est merveilleux, donc les ciels c'est merveilleux.
Et on a des spectacles visuels tous les jours, puisque je le traverse pour aller à l'école, pour chercher mes enfants 2 fois par jour, des fois 4 fois par jour avec les activités. C'est un vrai spectacle. J'aimerais travailler sur cette couleur du ciel. Je n'ai pas encore... J'ai fait plein d'essais, c'est pas encore là. Ça viendra. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 2 ans, peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est quelque chose que je mûris, que je note, je regarde, j'observe, j'essaye. Et puis un jour, je trouve que ça fonctionne. Et je vais plus loin, et j'avance. Et puis, des fois, ça marche pas du tout. Et je laisse de côté parce que c'est trop stressant. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que cette certitude que tu as maintenant qu'un jour ça marchera, c'est quelque chose que tu as dû travailler ou dompter pendant les années ? Est-ce que ça marchera ? Je ne sais pas, parce que, à part toi qui les vois, et personne n'a vu mon dernier travail, mais en tout cas, je sais que ça marche dans l'intention que j'avais. Enfin, après, je ne sais pas du tout comment ça va être perçu ou le public, mais en tout cas, dans l'intention que j'avais de superposer des couleurs de façon complètement immatérielle, puisque je travaille avec des déchirures de papier. Il n'y a absolument plus de motifs nulle part. La peinture est déposée par le fruit du hasard. Enfin voilà, c'est très... Voilà, donc en fait, c'était mon intention. Donc, et je trouve que le résultat est cohérent. C'est très joli. Je vous encourage à venir. De toute façon, ça va être très chouette. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est drôle parce que tu vois, quand je regarde mon goût plus jeune, bah c'était plutôt fallait que ce soit précis, tu vois, genre qu'on voit ce que c'est et tout. Et plus ça va, plus il y a un truc qui te dépasse et t'es là. Je suis touchée, je sais pas pourquoi, mais mais je trouve le résultat, c'est vrai que c'est très impressionnant avec les superpositions de couleurs. Donc c'est mais de longues nuits de réflexion et d'essais. Bah voilà, on travaille sur plusieurs... Enfin, en tout cas, j'ai plusieurs séries, plusieurs envies, des choses plus légères, des choses plus compliquées. Tout se construit un petit peu, mais enfin, voilà, ça fait longtemps, donc il y a des choses qui reviennent. Et comme je te disais tout à l'heure, tout était là assez jeune, en fait. Par exemple, la sérigraphie, pourquoi j'ai aussi choisi ce média ? C'est que c'est quelque chose qui permet de travailler et la photographie et la peinture ensemble. Donc là, c'est très élaboré au niveau de la technique, mais... Dans la sérigraphie, il y a un processus photosensible. Qui dit photosensible, alors pour expliquer clairement, photosensible, c'est quand on va à la plage avec son maillot de bain et qu'on brûle, la peau est toute rouge là où il y avait le soleil et le maillot de bain, c'est tout blanc. C'est une réaction photosensible de la peau. Et ben, la sérigraphie, c'est exactement la même chose sur un écran. Voilà, avec comme un négatif de photo, ce qui était noir, ce qui était blanc, ça prend la lumière, ça prend pas la lumière et ça laisse passer Il y a tout un travail photographique, ça permettait de mélanger les deux, mais donc je peins sur des photos depuis toujours. Donc ça, c'était déjà là cette envie d'être entre la peinture et la photographie, et c'est venu se rejoindre dans le médium de... Voilà, donc ça se construit avec le temps, ça que je voulais dire. Compris. Alors pour le coup, le travail visuel, c'est quelque chose auquel je suis sensible, mais que je pratique pas forcément. Par contre, l'écriture, je le fais. Et dans l'écriture, il y a quand même ce processus narratif. Tu vois, où tu racontes t'as beau pas savoir au début ce que tu vas écrire, il y a une envie. Puis après, tu ajoutes un peu de ça. Est-ce que ça existe aussi dans le visuel ? C'est-à-dire, sans que nous, on y ait forcément accès, on peut le voir. Mais est-ce que toi, tu sais que ça... c'était une dispute, ça c'est une réconciliation, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est hyper intéressant. Bah ça, tu vois, bah c'est là que c'est hyper intéressant parce que ça, c'est ton parcours avec l'écrit. Alors moi, je suis très... j'ai un énorme problème avec les mots. J'ai du mal à écrire, par exemple. Et ça fait très peu de temps que je commence à mettre des titres sur chacune de mes sérigraphies, des titres sur les expositions, à mettre des mots. Mais avant, je n'en avais pas. Donc, toi, c'est quelque chose que tu as en toi, avec lequel tu es à l'aise, et tu le rattaches à ce que tu vois. Et donc, toi-même, tu composes en fait quelque chose que moi, je n'ai pas forcément, puisque je n'ai pas cette structure, en tout cas, du langage. Enfin, en tout cas, avec les mots, je n'écris pas beaucoup, c'est très difficile. Et du coup, ton processus serait plutôt dans la construction de ce qui arrive au fur et à mesure, c'est ça ? Voilà, et je pense que c'est la même chose, mais avec un langage différent, en fait. Et je pense il y a la musique, il y a les mots, il y a l'espace, il y a plein d'écritures différentes qui, au final, sont les mêmes chemins, mais avec des médiums différents. Compris. Est-ce que tu utilises aussi la musique dans tes inspirations ? Tu parlais des paysages, donc on comprend l'aspect visuel. Est-ce qu'il y a d'autres sens qui te permettent de créer, dont tu te sers ?
La musique, en tout cas, c'est vrai que je crois que je mets des fois dans mes posts merci aux musiciens d'accompagner les journées à l'atelier, parce qu'en fait, qu'est-ce que j'aime la musique. Alors pareil, je suis pas du tout musicienne, mais alors je trouve ça fabuleux la musique, pour ce que ça crée émotionnellement, pour comment ça nous embarque en fait. Donc c'est puissant. Et est-ce que ça m'inspire directement ? En tout cas, ça m'accompagne. Les odeurs aussi, chez moi, c'est très, 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 très important. Donc, j'ai des petites huiles essentielles voilà, que je sens à des moments où j'ai des petits gris-gris parfumés. Enfin, voilà, par exemple. Donc, c'est une exacerbation des sens. Mon rêve, c'est une exposition qui lie le tout. Tu vois, que tu rentres et que tu as une odeur pour l'exposition, par exemple. Je trouve ça fascinant. Ça serait fascinant, non ? Qu'on te fasse toucher. En fait... Après, je promets, j'arrête de taper sur les galeries. Mais tu vois, ce truc de mur blanc avec des tableaux dessus, et après, c'est tout silencieux, tu rentres, t'es un peu gêné, du coup, t'oses pas regarder. Je trouve ça mais vraiment... Alors que si t'ajoutes des plantes, si t'ajoutes de la musique, s'il y a une ambiance, on te fait vivre plus, pour moi, l'expérience comme tu peux avoir dans des musées incroyables. J'adore toujours citer le musée des sciences et le musée de la découverte, il me semble qu'on est. De sciences et de la découverte, je sais pas comment dire, mais qui te fait interagir avec les éléments du musée. Et voilà, c'est pour ça que je te demandais. Mais du coup, les huiles essentielles, je sais. Tu vas pouvoir monter ta galerie, parce que t'as un bon concept. Non, mais je trouve que c'est un truc que j'aimerais bien expérimenter. Alors, on peut parler de comment vous avez prévu d'organiser la prochaine exposition, parce qu'il y a notamment le côté du goût qui est prévu, a priori, à un moment. Ah oui, pour le repas. Oui, donc en fait, donc là c'est une toute nouvelle galerie. Donc c'est, on va dire, une étape aussi, puisque j'ai beaucoup travaillé avec des galeries qui sont spécialisées dans les images imprimées, la sérigraphie. Là, c'est vraiment une galerie de peinture. Donc je suis au milieu des références d'artistes peintres. Donc c'est une galerie berlinoise, plus institutionnelle, qui est installée dans le quartier de Schöneberg depuis des années, qui est un quartier réputé pour ses galeries, ses antiquaires. Donc c'est complètement différent de ce que je connais. Et donc il y a Mini, qui est la propriétaire de la galerie, a programmé divers événements de rencontres. En tout cas, il y a le vernissage, il y aura une prise de parole le samedi 1er mars, où je pourrai parler de mon travail en allemand. Et il y aura aussi un repas, puisque Mini est indienne, donc elle organise un grand repas indien. C'est tellement cool. J'adore l'idée. Pardon, je t'ai interrompu. Voilà, où on pourra manger et discuter d'art et de plein d'autres choses. Donc ce sera plein de saveurs. Je trouve ça génial. Et moi, l'Inde, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément. Donc c'est une boucle. Tout à fait. Alors, j'ai de la chance, vu que je suis chez toi. J'ai pu voir que tu as cette appétence aussi pour tout ce qui est packaging. On en parlait parce que je trouve ça toujours assez amusant quand on va chez des Français à l'étranger. Ils ont toujours des trucs français partout. C'est quand même très particulier. Genre, on a nos produits, nos consommations et tout qu'on fait venir ou qu'on importe ou peu importe. Est-ce que dans ton travail, dans ta carrière, tu as aussi abordé cet aspect-là qui peut être plus proche d'un côté marketing, merchandising ? Est-ce que tu as adopter d'autres supports que j'allais dire le papier, mais... j'adorerais travailler, d'ailleurs j'adorerais travailler pour des packaging, puisque venant ayant étudié le support surface, voilà, la communication visuelle et le design textile, oui, tout à fait, j'adorerais travailler pour des packaging, pour des emballages, ce qu'on va dire dans les domaines d'art appliqué, tout à fait. Pas encore fait du coup. Là, j'ai fait un visuel pour une marque de sirop en Chine, justement. Parce que Mais si, je l'ai vu en plus. Ouais. Et voilà, bon, c'est le début, j'espère. En tout cas, ouais, j'aimerais énormément travailler. Et en B2C, alors, c'est-à-dire si on parle de toi à ton public, est-ce que tu as déjà essayé d'autres supports, que ce soit... je pense toujours à ma maman, ce que je salue, qui parle toujours, quand on parle d'artistes, qui dit « Ah, ça serait tellement joli sur une coque de téléphone ». Alors, je sais que ça fait très merchandising, mais c'est un peu la question de est-ce que tu as déjà adopté d'autres supports ou proposé d'autres supports pour que les gens
puisses avoir d'autres supports. Oula, c'était trop de supports. Non. T'as pas eu l'idée ou t'as pas eu la demande ou pas en particulier ou... Effectivement, je travaille essentiellement sur papier et j'aime le fait que ce soit des originaux. Donc là, je pense que tu peux percevoir la différence. Enfin, voilà, donc on sent quand même que c'est de la peinture, l'intensité colorée. C'est vrai. C'est encore un grand sujet, la reproduction. En tout cas, j'aime pour l'instant que ça reste des originaux parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose et que c'est l'intensité de la couleur qui est là, qui fait œuvre plus que l'image, qui, elle, serait reproduite, mais sans cette intensité. Donc, ça perd un peu de... Ou en tout cas, ça se travaille. Mais les packaging, oui, j'adore. C'est une demande. Les packaging, vous pouvez vous manifester. Non, parce que c'est vrai qu'il y a plein de... ou des supports ou ce genre de choses, mais c'est par exemple des beaux carnets d'écriture ou ce genre de choses. Enfin, il y a plein d'applications. Mais tout à fait. Là, c'est vraiment... J'ai déjà fait quand même des choses pour des sacs. Enfin, voilà, donc en fait, là, ça se construit. Donc, dans la vie d'artiste, il y a des choses qu'on fait à l'atelier, qu'on vend, mais après, on a aussi des contrats. C'est-à-dire que quelqu'un va nous contacter, va nous dire « Moi, j'aimerais pour tel événement, que vous me fassiez ça. » Et c'est un travail de commande, et c'est tout à fait possible, oui. Grave cool. Quand tu regardes en arrière, donc les 14 ans à Berlin plus, est-ce que tu aurais imaginé être là où tu en es aujourd'hui, d'un point de vue artistique, d'un point de vue de ta carrière ? Ah, c'est... c'est beau de demander comme ça. Non, pas du tout. Et alors, t'es contente ? Enchantée. Ouais. Je suis enchantée d'être à Berlin, de faire de la sérigraphie, je suis aussi maman de mes 3 enfants. Enfin voilà, beaucoup de bonheur, on va dire. Même si on est très positive, mais la vie d'artiste ne reste quand même pas évidente, je tiens quand même à le dire. Mais tout à fait. Je trouve que cette ville, vraiment, alors là, je trouve que Berlin m'épate quotidiennement. Et dans ta vie d'artiste, comment est-ce que tu as pu trouver aussi ton équilibre, ce qui fonctionne bien pour toi ? Est-ce que, d'un point de vue très pratico-pratique, est-ce que tu te fais des points réguliers ? Est-ce que tu te fixes des objectifs, peu importe sous quelle forme ? Est-ce que tu as une méthode de travail consciente, si on veut ? Ouais, je pense que j'ai une méthode de travail qui n'est pas forcément ultra cadrée, mais moi je pense que je sais où je vais, je sais ce que je veux. Tout à fait. Est-ce que tu as des rituels dans l'organisation ? Si j'ai le droit de des rituels à quel niveau, créatif ou dans ton organisation ? Donc par exemple, moi je veux à la fin de l'année, j'adore ce moment pour le podcast, je fais un grand récap de ce qui s'est passé cette année et du coup je reprends mon calendrier, je regarde ce qui s'est passé, qui j'ai rencontré, etc. Est-ce que tu as une façon de le faire aussi ? Bon, j'ajoute aussi que par exemple la newsletter, j'ai décidé d'en faire mensuel. Et c'est un peu la même idée, c'est de dire à la fin du mois, je m'assieds, je regarde, ok, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci ? Un très bon exercice que je devrais faire. Je t'avoue que je cours quand même pas mal après le temps. Voilà, je souffre quand même de ne pas pouvoir avoir plus de temps pour la création. Donc j'ai très peu de recul. Enfin voilà, j'ai une vie de famille qui est en ce moment très prenante, qui est aussi merveilleuse. Mais voilà, j'ai 3 enfants, donc c'est très prenant. Et je pense que ce temps-là viendra bientôt, vu qu'ils grandissent. Et donc j'ai peu de... J'aimerais, par exemple pour la newsletter, j'aimerais bien pouvoir des fois repréciser tout ce qui s'est passé, comment j'ai avancé, tout ça, que je ne prends pas vraiment ce temps, je ne vais pas te mentir. Voilà. Tu disais que l'écriture ou les mots, c'était pas forcément ton support de prédilection. Est-ce que dans la journée justement où tu manques de temps, où tu as une idée ou quelque chose comme ça, tu fonctionnes avec des carnets, avec des notes ? Quel est toi ton support de prédilection ? Tout à fait, le carnet. Ouais, le carnet. Le carnet, voilà, tu vois, je n'avais pas trouvé le bon parce que j'ai toujours plein de carnets. Donc je note des couleurs, je dessine. Ah, j'adore. Je vois les couleurs. Voilà, c'est plein de petits... je dessine... Ouais, donc c'est vraiment de la prise de notes tout le temps. J'ai toujours ça sur moi. Je suis vraiment à l'ancienne avec mon carnet dans mon sac et mes crayons. Est-ce que tu as des objectifs ou des rêves, ou un ou deux, que tu peux nous partager ?
Tes rêves? Dans la suite de ta carrière ou dans des... Des rêves. Oui, oui, ouais, je me sens quand même très ambitieuse. Enfin, j'aimerais pouvoir travailler encore plus grand, encore plus abouti, encore plus affirmé. Voilà, voilà. T'en as un en particulier? Parce que quand tu me dis grand, moi je pense à un grand mur, mais est-ce que c'est sous une autre forme? Non, mais déjà, la taille, on ne se rend pas compte, mais en fait, la taille, c'est vraiment important parce que qui dit grand dit que... J'ai commencé les grands formats, il y en a un là et les autres sont de l'autre côté parce qu'ils sont pour l'expo. Et voilà, j'adore travailler le grand format, mais pour travailler du grand format, il faut un grand atelier, il faut beaucoup de matériel. Enfin voilà, donc ce serait pour moi une immense étape de passer à des plus grandes surfaces. Parce que je me sens tout à fait... j'ai l'appétit pour. Ça marche. Est-ce que tu travailles dans des collaborations avec d'autres artistes? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées. Je demande vraiment par curiosité parce que j'ai l'impression que chaque artiste fait un peu soit oui, soit pas du tout. Moi, j'adore travailler. Enfin, en tout cas, par exemple, j'ai un atelier avec d'autres artistes que j'aime beaucoup. Et est-ce qu'on a travaillé ensemble? On discute des fois ensemble, on est très proches au niveau du travail, mais on n'a pas encore travaillé ensemble, par exemple, mais ça pourrait tout à fait naturellement se faire. Je pense que c'est un manque de temps encore. Sinon, moi, je suis tout à fait, se confronter à justement une autre pratique, un autre regard, passionnant. Sur le thème de la collaboration, tu es aussi très active au sein des Nouvelles Voix. Oui. Depuis combien de temps, du coup? Oui, ça fait quelques années. Donc, l'engagement aux Nouvelles Voix, donc ça, c'était vraiment aussi une très bonne balance par rapport au travail artistique. Justement, le travail artistique, c'est quelque chose d'assez solitaire, d'assez... Bon, moi, je dis égoïste parce que on travaille seul avec son intuition, ses envies, donc on fonctionne, tout seul. Et j'avais très envie d'avoir des collègues, d'être connectée. Parce qu'après, notre travail d'artiste, c'est aussi un travail d'entrepreneur. Et là, j'étais très, très heureuse que les Nouvelles Voix existent pour me connecter à d'autres entrepreneuses qui ont les mêmes problématiques, faire ses impôts, faire sa communication, trouver des nouveaux clients. Enfin voilà, tout ce qu'on a tous en commun, en fait. Parce que alors, tu me corriges, s'il te plaît, il me semble que, pour le dire simplement, les Nouvelles Voix sont une association pour les femmes. Pour les femmes. Entrepreneurs, travailleurs indépendantes de Berlin. Ok. Et toi, tu as eu un rôle dans le petit bureau, donc j'ai appris que c'est comme ça qu'on appelait ça. Secrétaire de l'association, tout à fait. Donc, j'étais très contente d'être engagée aussi auprès de cette communauté de femmes passionnantes. L'association a été créée par Raphaël Ledour. Je pense que je pense que c'est une figure connue du paysage francophone à Berlin. C'est une très très belle initiative. C'est une bulle. Cette association. Et donc, j'ai été engagée au bureau, tout à fait. Et vous avez des missions en particulier. Donc, aujourd'hui, tu n'es plus dans le bureau, mais tu animes toujours certaines des activités du groupe. Voilà, donc moi, ce que j'avais envie aux Nouvelles Voix, c'était de créer une communauté artistique. Et donc, j'ai créé les petits-déj, les rencontres des professionnels de l'image. Donc on est un groupe maintenant, on travaille tous de près ou de loin avec les images, en tout cas graphisme, illustration, photographie, peinture, art visuel. Et ça nous permet vraiment d'être en réseau sur toutes les questions qu'on a en commun en fait. Et c'est super d'avoir un groupe de travail, de pouvoir faire ce qu'on appelle le peer coaching, c'est-à-dire de se conseiller, de s'épauler, de s'apporter ensemble des réponses qui sont communes vraiment à chacun en fait. Et ça fonctionne comment? Vous avez, déjà pour participer, comment on peut venir ou assister? Et vous avez un agenda ou des thèmes Ah bah oui, tout est sur le site internet, il fonctionne très bien. Donc là, pour le coup, il y a une newsletter, il y a un agenda. Et si tu veux participer au petit-déj des artistes, tu regardes quand est-ce que c'est. Enfin, inscris-toi à la newsletter. Et il y a énormément d'autres ateliers. Moi, je te parle de ce qui est artistique, mais il y a plein de thématiques qui sont abordées. Nous mettrons tous les liens aussi. Est-ce que tu as un livre à nous recommander?
Oui. Alors, plusieurs. J'ai lu Catherine Cusset, je pense que c'est. Il faudra que tu vérifies la référence sur la vie de David Hockney. Passionnant. Vraiment, j'étais pas fan de ce peintre. C'est ce que j'ai essayé. Non, je connaissais pas. Voilà, je connaissais pas. J'ai lu le livre, et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une rétrospective à Paris qui allait commencer. Je vais y aller. Alors pour une approche de l'histoire de l'art, par exemple, j'ai trouvé que ce livre était fabuleux. Il est simplement écrit, mais il explique vraiment tout l'enjeu. Et puis, parce que je trouve qu'il démystifie complètement c'est le plus grand artiste quand même du XXe siècle. Et je trouve qu'elle l'aborde de façon extrêmement simple, qui rend les choses aussi très simples. Il ne faut pas non plus, parce que je sais que l'art, on pense que c'est prétentieux d'être artiste, que c'est prétentieux de faire de l'art, que tout ça, tout... Voilà. Et en fait, c'est aussi des choses très simples. Et là, dans ce livre, je trouve que ça explique très bien tout son parcours, toute son œuvre. Donc, je recommande vivement. Et en ce moment, je lis Fabienne Verdier, qui est une artiste peintre française, qui est partie il y a quelques années en Chine apprendre la peinture chinoise. Passionnant. C'est tout noté. J'avais lu, alors malheureusement j'ai pas la référence, un livre qui mélangeait les couleurs, c'était différents chapitres sur plusieurs couleurs, pour parler de la relation entre Frida Kahlo. Tu l'as vu ? Je l'ai là, dans ma bibliothèque. Ce que j'allais dire, sinon je te l'offrirai après, mais ok, donc tu l'as déjà. Ça, c'était vraiment exceptionnel aussi, parce que tu parlais d'écrire simplement et démystifier le rôle, le statut d'artiste, et je trouve que là, ils sont quand même bien mis aussi au fait d'être des êtres humains avec toutes leurs douleurs, et c'est un livre magnifique, quoi. Je sais plus le titre. On peut regarder dans la bibliothèque, il est quelque part. Attends, je regarde. Non, mais tu l'écris. Je mettrai le lien de toute façon. On peut te contacter pour quelles raisons ? Des gens qui nous écoutent ? Tout et n'importe quoi. Pour m'acheter une sérigraphie, déjà, pour venir les voir, parce que... Alors, effectivement, à part dans quelques boutiques, je sais que c'est... Comme je n'ai pas la boutique en ligne, souvent on me demande « Mais où est-ce que je trouve ça ? Mais ça, tu l'as mis sur Instagram, il est où ?» Enfin, voilà. On peut me contacter pour ça. On peut me contacter pour des partenariats. Voilà. Top. J'ai vraiment posé toutes les questions. Je suis ravie. J'ai lu j'ai eu mon grand tour. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ? Un thème que tu voulais rajouter, peu importe. Non. C'était plus. C'était super, c'est déjà fini. Ah oui. Non, moi je suis très très contente que tu m'aies invitée, donné la parole, en tout cas pour justement pour raconter tout ça. Non, quelle question ? Je voulais juste dire quand même que je travaille avec le cœur et que que c'est de façon humble très important pour moi l'authenticité et je te remercie de m'avoir donné la parole pour ce moment d'échange qui est passé très rapidement. Et pour tes questions qui sont extrêmement bien ciblées, en fait. Écoute, merci beaucoup parce que je te dis, on m'a beaucoup réclamé. Alors j'espère que les gens qui écoutent, ça vous aura plu. Mais je suis très contente que ce soit fait dans ce cadre-là parce que j'étais là, ça y est, je crois que là c'est le bon moment. Donc merci beaucoup. Et de toute façon, comme dit, l'objectif aussi du podcast, je ne l'ai pas vraiment encore beaucoup mis en place, mais ça va se faire, c'est aussi de pouvoir faire plusieurs épisodes. Et en fait, tu vois, ça, c'est les premiers. Donc, on découvre Adeline, on apprend à mieux connaître Adeline. Et le but, c'est dans quelques temps de pouvoir refaire un deuxième. Et ensuite, alors, t'en es où ? Et qu'est-ce qui s'est passé entre ? Donc, merci beaucoup pour ça et merci pour ton temps et tout ça. C'est super. Merci beaucoup, Gabrielle. Alors, je te l'ai dit, cette question, tu ne me l'as pas posée. Mais je trouve que tu es brillante. Alors, c'est pas pour t'envoyer des fleurs, mais... Oui, mais je le dis parce qu'entre femmes, on doit se féliciter de... voilà, tu as monté un projet qui est... Je vais être le numéro combien de podcast ? 68. Voilà, donc quel travail. Ouais. C'est vraiment bravo, c'est exceptionnel. 68, c'est... incroyable. J'ai de la chance. Non, mais tu vois, tu parlais des gens où tu étais ravie de collaborer, c'est pareil. Donc, nous viendrons, et les personnes qui nous écoutent aussi, et s'ils nous écoutent dans le futur, regardez quels sont les vernissages et les expositions. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que de les voir en vrai,
tes créations sont très touchantes à des niveaux où ça vaut la peine du coup de les voir en vrai, c'est pour ça. Donc trop bien. Merci beaucoup. Bravo, vous avez écouté ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi jusqu'au bout. Vous retrouverez l'ensemble des notes liées à l'épisode sur le site internet www.berlindetoi.com. Vous pouvez nous soutenir en mettant une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également souscrire à la newsletter sur Substack et je me réjouis de vous retrouver sur LinkedIn ou Instagram à Berlin de Toi.